bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue sur ce tout nouvel épisode qui est un épisode interview. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie, vraiment, vous ne nous voyez pas, mais on a un putain de sourire de recevoir Stéphanie Junk. Stéphanie qui est la pro de la fiscale, de la compta, des chiffres, elle adore ça. Vraiment, c'est son truc. Et en plus, il faut savoir que Stéphanie est ma fan de la toute première heure. Donc encore, voilà, un truc qui me fait trop plaisir de l'avoir ici. Je vais laisser Stéphanie se présenter et ensuite on te présentera le sujet du jour. Stéphanie, c'est à toi. Alors, je m'appelle Stéphanie, donc je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant et j'accompagne les mamans entrepreneurs dans la gestion de leur business au niveau pré-comptable administratif. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la pré-comptabilité, c'est vraiment tout ce qui vient avant l'expert comptable en lui-même, donc c'est pas de la comptabilité pure. Et donc surtout sur les parties comme ça de gestion administrative et pré-comptabilité pour qu'elles puissent se focaliser sur leur cœur de métier et donc gagner du temps parce que faut pas se mentir, c'est que c'est un gros boulot, une belle partie. Et en parallèle, j'aide aussi les micro-entrepreneurs à travers mon coaching visibilité à pouvoir prendre des décisions stratégiques et appuyées en leur fournissant des tableaux de bord pour pouvoir suivre leur activité, que ce soit pas que au niveau de leur chiffre d'affaires, mais aussi justement de leur rentabilité pure et dure. Oui, ce fameux mot. Stéphanie me dit tout le temps « Et ta renta ?» C'est vrai, mais on n'y pense pas assez. C'est vrai. Et donc, le sujet du jour, en fait, je ne sais pas si tu l'as deviné, on va parler un petit peu micro-entreprise, voire même que micro-entreprise, et tout ce qui concerne du démarrage. Parce que c'est facile de déclarer une micro-entreprise sur l'INPI aujourd'hui. Nous, on a connu encore, fallait soit l'URSSAF, soit la Chambre des métiers, soit ce genre de trucs-là. Donc, c'est facile quand ça fonctionne. Oui, c'est pas toujours le cas. Voilà, le problème de l'INPI. Alors, c'est bien de centraliser des choses, mais parfois, la centralisation a un petit problème de réseau. Donc, c'est facile de déclarer sa micro. C'est un régime, en tout cas, qui est simplifié, dit simplifié, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même une gestion derrière, et notamment de ses chiffres d'affaires, de suivre aussi les entrées-sorties financières, et administrativement parlant, il y a aussi d'autres aspects dont tu vas nous parler. Comme tu le dis, c'est vrai que créer une micro-entreprise, comme tu le dis bien aussi sur l'INPI, c'est facile quand ça marche. Et c'est vrai que on parle de la micro-entreprise comme une société très facile à gérer. Alors oui, c'est facile à créer, à gérer. C'est certes plus facile qu'une société lambda. Donc je parle de URL, etc., d'autres statuts. Mais c'est pas pour autant que derrière on n'a pas des obligations. Et malheureusement, ce qui pose le plus problème, moi, ce que je vois en fait sur les micro-entrepreneuses que j'accompagne au fur et à mesure, c'est qu'en fait, le souci, c'est qu'on n'a pas toutes les informations au bon endroit, qu'on va aller chercher des informations un peu partout, on va glaner des informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, et puis forcément, c'est peut-être pas le bon cas, c'est-à-dire c'est un cas trop généraliste qui est peut-être pas adapté à notre activité. C'est peut-être aussi des informations qui datent de Mathusalem et qui sont pas non plus à jour et donc forcément on va se planter. Et au-delà de ça, on a vraiment une gestion aussi à avoir au carré, c'est-à-dire déjà avoir un système de facturation, un système de suivi, parce que oui, contrôler son chiffre d'affaires, c'est bien pour faire ses déclarations URSSAF, mais comme j'aime à le dire et je le répète souvent dans mes publications ou en story, le contrôle URSSAF, c'est pas que pour les grosses sociétés, c'est aussi les micro-entrepreneurs. Et il faut savoir que l'État, en ce moment, ils ont besoin d'argent. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Enfin, quand on monte une micro-entreprise, on est aussi chef d'entreprise. Après, oui, comme tu le dis, on est chef d'entreprise. Il y a un peu cette dérive, ou ce biais, plutôt un biais, tu vois, de dire la micro-entreprise, c'est un truc facile, c'est pas une vraie entreprise. Tu vois, dans le sens, comme tu disais, SAS, URL, un truc, quand on voit une micro-entreprise, on voit quelqu'un qui va, je sais pas, fabriquer des savons chez soi, enfin, quelque chose de moins en dur,
qu'une entreprise où tu vois des bureaux, des gens, un patron avec un gros bureau, avec son gros siège, avec tous ces trucs-là. Mais c'est quand même important. Et ça, oui, tu as raison de le dire, il faut s'informer. Parce que pour le coup, personnellement, moi qui ne suis pas du tout du métier, donc Stéphanie est ancienne DAF, donc c'est un peu son truc, quoi. Mais moi qui n'étais pas du tout du métier, il y a quand même des choses, comme tu dis, on va aller glaner des infos, mais ça change tous les jours, presque, et ça peut nous coûter très cher. Donc la facturation, par exemple, là tu parles, bon, il y a des systèmes de facturation, il y a des gens, moi j'en connais, hein, qui me font des factures sur Excel, j'ai envie de pleurer. Sur Canva, voilà. Moi, ça me fait vriller parce que pour m'être renseigné, je sais que, alors tu peux le faire, mais il faut faire attention à tes numéros de facture, enfin tu vois, et t'as pas un réel suivi. Alors qu'avec un logiciel, par exemple, il existe des logiciels aujourd'hui pour les micro-entrepreneurs qui sont pas forcément un coût. Il y en a même en plus. Moi, alors surtout quand les gens viennent de se lancer, moi, je leur conseille de pas forcément prendre tout de suite un outil payant. On a des logiciels comme Indie, comme Abi qui proposent des solutions gratuites. Pour se lancer, c'est très bien. Et le jour où, forcément, l'activité prend plus d'ampleur, etc., on peut passer à la version payante. Le premier step, pas forcément la version business plus, qui va te coûter 140 balles par mois. Non, en premier, on peut prendre très bien, je dis ces deux logiciels parce que je les connais, mais il y en a plein, il y a Henry, etc., qui permettent des solutions gratuites. Après, à nous aussi, en tant que micro-entrepreneurs, de regarder si, par exemple, dans ce logiciel de facturation, il y a tout, c'est-à-dire toutes les mentions obligatoires. Parce que là, c'est aussi un vrai challenge. C'est-à-dire que faire une facturation, c'est pas mettre juste le nom du client, ta presta, et voilà. Moi, je me suis retrouvée avec des clientes qui ne mettaient pas toutes les informations sur leur facture. Et ça donne quoi? Ça donne que le jour où ton client n'a pas envie de te payer et que tu n'as pas mis cette fameuse clause indemnité de pénalité, etc., qui en plus d'ailleurs a changé en avril 2024, tu te retrouves avec, tu ne peux pas demander de pénalité de recouvrement ou tu ne peux pas demander d'intérêt de retard parce que tu ne l'as pas mis sur ta facture. C'est con, mais c'est quand même de la trésor en moins, toi, sur ton mois, parce que tu attends le règlement de ton client. Et juste parce que tu as oublié une mention sur ta facture, c'est quand même bête. Et puis, il y a quand même aussi, en cas de contrôle URSSAF, il faut que sur tes factures, tu aies des mentions obligatoires. Maintenant, il y en a encore plus, et ça change tout le temps, comme tu l'as dit, ça change régulièrement. Par exemple, maintenant, quand tu es prestataire de service, tu es obligé de marquer prestation de service. Tu peux pas mettre, si tu vas vendre de la marchandise, il faut que tu marques vente de marchandise. Voilà, enfin, c'est des petits trucs cons, mais qui peuvent te coûter, à chaque oubli de mention obligatoire, tu as quand même 15 balles. Bon, après, il y a un plafond, hein, parce que forcément, si tu contrôles 140 factures et que tu as oublié cette mention 140 fois, il ne faut pas prendre 15 balles à chaque facture. Il y a quand même un plafond. Mais voilà, c'est de l'argent que tu pourrais mettre de côté si tu avais eu l'information. Voilà. Donc, des logiciels comme ça permet aussi de ne pas faire cette erreur. Ouais. Mais par exemple, sur cette mention d'intérêt, etc., il a fallu quand même, j'ai fait un post, j'ai tenu informer des business friends comme toi, des autres personnes, mes clientes, parce que les logiciels n'avaient pas mis forcément à jour cette petite mention. Donc, c'est quelque chose, en tant que chef d'entreprise, comme tu en parlais, faire une veille, c'est hyper important. Parce que, là, en avril, elle est passée. Puis, je dis pas, je suis pas la seule à en avoir parlé, mais si tu n'en as pas conscience, tu n'es pas dans les clous, tu n'es pas dans la loi, et forcément, si ton client ne te paye pas, tu l'as dans l'os, concrètement. Non, c'est pour ça, les outils, c'est quand même pratique. Enfin, c'est vraiment personnellement ce que je recommande aux gens autour de moi aussi, même si ce n'est pas mon cœur d'activité à la base, de leur dire simplifiez-vous la vie. C'est, comme tu le dis, il y a des formules gratuites partout qui permettent de faire une comptabilité, enfin pas une comptabilité forcément, ça c'est dans les versions payantes, mais en tout cas de faire des factures en bonne et due forme. Alors attention, oui, effectivement, à certaines mentions légales, moi je me suis rendu compte que sur les 2 logiciels, j'ai changé de logiciel, cette histoire de forfait de 40 €, ils n'ont pas encore tout bien mis à jour. Donc, c'est ça. Pourtant, c'est des versions qu'on paye. Donc tu vois, tu te dis, ils devraient... Ça permet aussi, par exemple, tu vois, parce que
il y en a très peu qui savent qu'il faut faire des facturations en ordre chronologique, c'est-à-dire que ton numéro de facture doit être chronologique par rapport à ta date d'émission de facture. Alors, je vais dire une bêtise, au mois de janvier, j'ai ma facture 1, le 2 janvier, ce sera la facture 2. Je ne vais pas faire la facture 3 si je n'ai pas fait de facture 2. Mais ça, ça permet, par exemple, quand on a un outil comme Abi, Indy ou Henry, ça va le faire automatiquement. Déjà, ça te permet d'avoir un stress en moins. Parce que tu dis, bon, ça déjà, c'est réglé, l'outil le fait pour moi. Mais au-delà de ça, un outil, moi, je vais prendre par exemple Abi et Indy que j'aime beaucoup, parce que même en version gratuite, elles te permettent aussi de voir un petit peu ta rentabilité. C'est-à-dire, tu vois sur un graphique tes recettes, tes dépenses, et puis tu peux contrôler déjà visuellement. Ça, c'est le premier step, on va dire. Parce que, comme on le disait, il n'y a pas que ça. La veille, c'est pas que ça, en fait. C'est pas que la facturation, c'est pas une micro-entreprise, c'est, comme on le disait, être chef d'entreprise. Et forcément, quand on est chef d'entreprise, c'est pas que la facturation. Tu as le recouvrement client derrière, tu as forcément savoir si ton activité, elle est rentable. Savoir aussi, est-ce que tu factures bien? Alors, on parlait de facturation chronologie, mais il y a aussi, je vais prendre le cas d'une cliente il n'y a pas longtemps, que j'ai eu en accompagnement et que d'ailleurs maintenant j'ai en tant que cliente. Elle ne savait pas qu'il fallait faire des factures pour des clientes particulières parce que la cliente particulière ne lui demandait pas de facture. Oui, mais en comptabilité, toi, comment tu justifies en fait ta ligne comptable? Parce que tu vas avoir un compte, tu vas en face de ton encaissement, tu mets quoi? Oui, il y a une ligne, il faut mettre un justif. En fait, sur chaque ligne, il faudra mettre un justificatif. Exactement. Et donc, il faut savoir que même si tu as un client en particulier, au-dessus de 25 €, il faut que tu lui mettes une facture. Alors, tu n'es pas obligé de lui donner à elle. Par contre, toi, tu es obligé de garder une traçabilité. Et tout ça, c'est des choses que des fois, dans les formations qu'on fait pour les micro-entrepreneurs, ce n'est pas forcément dit. Et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Et moi, je le conseille dès le départ. En fait, c'est parce que quand après, on est full. Parce qu'au début, quand on lance son activité, on n'a pas forcément beaucoup de clients. On essaye de se faire connaître. Et c'est là qu'on a le plus de temps pour mettre en place ces bases. Ouais, les fondamentaux. C'est un peu, j'ai envie de te dire, quand tu montes ta maison, tu montes tes murs, tu montes le toit. C'est pareil pour ton entreprise, en fait. Si tu vas monter ton petit fichier de suivi client, ton petit fichier de facturation, tu vas te renseigner comment on fait. C'est là qu'il faut le faire, parce que c'est pas quand tu auras 36 clients que tu vas rattraper le retard que tu as eu, quoi. Après, on t'appelle toi, et puis c'est toi qui pleures, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est là qu'il faut le faire, c'est là où tu as le temps. Donc, autant le faire bien dès le départ, en fait, avoir les fondamentaux et les bases dès le départ, des bases solides, et puis la veille, comme tu disais, c'est obligatoire. Et ça change tout le temps. Il faut savoir aussi que il n'y a pas que les taux d'URSSAF qui changent. C'est par exemple, on va avoir des seuils qui vont changer au niveau des chiffres d'affaires pour passer en micro-entreprise, pour la TVA, etc. Ça peut être. Là, cette année, on a eu le cas où, par exemple, sur les taux URSSAF BNC, ça a été changé 2 fois. Donc, ça rechangera encore l'année prochaine. Exactement. Donc, si on ne se tient pas informé, forcément, si on ne prévoit pas la trésorerie comme il faut, on peut se retrouver avec des surprises. Le jour où tu fais ta déclaration, puis tu n'as pas prévu ou anticipé cette charge et que tu n'as pas forcément derrière la trésor qui va, ça te pénalise, quoi. Et ça pénalise aussi ta rentabilité. Ouais, et puis comme tu dis, au début, c'est le moment. Et puis, moi, je suis assez comme ça. Faut être carré. Bon, ça, c'est l'éducation militaire, mais il faut être carré. Pourquoi? Parce que faut pas croire qu'il y a que les grosses boîtes. Alors, moi, je pars du postulat, peut-être à tort, mais que les grosses boîtes sont contrôlées, mais c'est plus facile pour elles parce qu'elles ont les moyens de se payer des avocats, des fiscalistes, des trucs qui vont... Que personnellement, demain, je me fais contrôler. Je n'ai pas les moyens de sortir 1500 balles d'un avocat, tu vois, pour une amende qu'on me collerait et tout. Donc, perso, et ça fait aussi partie du sérieux de ton entreprise, de dire je facture correctement, je suis mes chiffres correctement. Après, si c'est une micro-entreprise passion pour arrondir les fins de mois, mais ça ne change rien non plus. La facturation, pour moi, doit rester d'équerre aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est là-dessus qu'on peut aussi vous avertir et vous informer, faites pas les cons parce que ça coûte une blinde. C'est ça, mis bout à bout, des petites erreurs peuvent faire que ça peut couler ta boîte. Oui. Ça peut couler ta boîte parce que au-delà
des petites erreurs, comme on disait tout à l'heure, sur la facturation qui peuvent te coûter 15 balles par-ci, par-là. Comme j'ai dit, il y a bien un plafond. Mais si tu reproduis ça trop souvent, forcément, tu vas être contrôlé plusieurs fois. Donc, ça va pas être 15 balles par-ci, 15 balles par-là, ça va être ça un petit peu tous les ans. Mais il n'y a pas que ça. Alors, comme je l'ai dit, l'État cherche de l'argent et ça, on le sait. C'est un peu partout. Mais il faut savoir aussi, alors, comme tu l'as dit, je suis ancienne DAF. Comment ça va se passer? Pourquoi toi, tu vas être contrôlé plutôt qu'un autre? C'est pas forcément parce que toi, tu as fait une connerie aussi. C'est aussi parce que un client potentiel peut être contrôlé, ils vont voir une des factures que toi, tu as fait, et là, bim là, ils vont te contrôler. Voilà, c'est pour ça que je préviens tout de suite les clients quand je les ai, que ce soit des micro-entrepreneurs ou même des sociétés, mais souvent les micro-entrepreneurs, parce que souvent, on a ce cas, comme tu disais, dans l'esprit de tout le monde, c'est la grosse boîte qui va se faire contrôler. Mais non, en fait, c'est la grosse boîte, elle va se faire contrôler, et peut-être que toi, du coup, tu vas te faire contrôler. Donc, avoir une organisation carrée, avoir un administratif carré, une compta carrée, comme tu disais, c'est déjà une bonne base pour toi pour te dire, bon, ouf, je suis saine et sauve. Et puis, ça te permet aussi, comme tu disais, de pas sortir 15 millions parce que tu n'as pas forcément les mêmes moyens. Comme tu disais, une entreprise, c'est pas possible. Mais aussi de te dire, bon, moi, je suis bien dans mes pompes. Et en tant que chef d'entreprise, bien sûr, quoi. Je sais où j'en suis, je sais où je vais. Et puis, quel meilleur moyen de suivre sa comptabilité que de se fixer des vrais objectifs. Oui. Et de les atteindre. Parce que se fixer des objectifs, c'est bien, mais en fait, et ça, c'est la plus grosse des problématiques des micro-entrepreneurs, c'est de se dire, je sais pas, je vais dire une bêtise, là, on est en janvier, pendant qu'on enregistre ce podcast, je prends mes résolutions 2025, à la fin de l'année, il faut que je fasse 40K de CA. Voilà, c'est cool. Mais tu vas dépasser les seuils. Voilà, déjà, mais c'est... Ok, je fais 40 KE de CA, mais en fait, derrière, je vais payer combien de charges par mois? Derrière, il va falloir combien d'heures pour atteindre ces fameux 40 CA pour être rentable? Parce que c'est bien de faire 40 KE de CA, mais c'est pas 40 CA dans ta poche. Hein. Voilà. Et c'est ça le grand tort en fait, de la micro-entreprise, c'est de se dire c'est tellement allégé. En fait, on n'a pas de compta et du coup, on ne suit pas son chiffre d'affaires. Donc, on ne sait pas où on en est au niveau des fameux seuils de sortie de la micro-entreprise ou de facturation de TVA. Et ça, on parlera de ça après. Mais aussi, du coup, suivre son chiffre d'affaires, ça veut dire aussi suivre ses charges. Et c'est là le bas blesse, en fait, en micro-entreprise, c'est qu'on ne suit pas forcément, en fait, c'est son résultat. On va suivre son chiffre d'affaires, mais on ne va pas suivre son résultat. Et encore, quand on suit son chiffre d'affaires. Oui, parce que la rentabilité, elle est là. En fait, il y a ce fameux abattement de 34% qui inclut, en fait, les charges sociales qu'on paye à l'URSSAF. Donc, ça serait cool qu'ils nous les augmentent. 34% en plus, c'est pour les BNC. Ouais, pour les BNC. Alors, c'est vrai que nous, on est toutes les deux en BNC. C'est pour ça que je connais les taux. Et après, c'est 50% pour les BIC et c'est un peu plus de 24% sur les marchandises. Ouais. Mais c'est vrai que ça inclut, comme tu disais, des charges, mais ça ne veut pas dire que derrière, tu ne les payes pas, ces charges. Bah, c'est ça, parce que dans ces fameux 34% d'abattement, donc on va donner un... Tu m'interromps si je dis des conneries, parce que les chiffres et moi, c'est pas mon truc, d'accord? Tu as 100 € de chiffre d'affaires. Donc, on le répète, le chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout ce que vous vous foutez dans les fouilles. Et ça, c'est le vrai truc. C'est un cheval de bataille, même à mon niveau, où je dis aux gens qui m'entourent. Moi, j'ai une de mes petites sœurs qui est en micro-entreprise aussi, sur un truc. Elle me dit, ouais, j'ai rentré 500 €. Je lui dis, en net? Ou, tu vois, parce que moi, je parle encore en patronat de l'ancienne, tu sais, net ou brut. Je lui dis en net ou elle me dit non, j'ai presté 500 balles. Oui, donc je lui dis dessus, tu vas m'enlever tes charges sociales, tu vas m'enlever les prix de tes logiciels et machin et tout. Et je lui dis après, on en reparle si tu as enlevé plus que 34% ou pas. C'est ça. Parce que le fameux abattement de 34%, il est là, c'est que sur 100 € encaissés sur votre compte pro, on enlève 34 €. Et dans ces 34 €, vous allez payer les charges sociales à l'URSSAF, les éventuelles dépenses que vous avez pour votre micro-entreprise. Donc, ça peut être un logiciel, ça peut être les frais de votre compte bancaire, parce qu'on paye des frais, ça peut être tout ça. Et on est rentable à partir du moment où on est en dessous de ces 34%. Quoi. Au-delà, il va peut-être falloir changer de statut. Il y a ça, mais il y a aussi comment, en fait, suivre sa trésor, parce que ça aussi, c'est un des domaines
où la micro-entreprise, et ça, on ne l'apprend pas forcément dans cette formation d'entrepreneur. C'est-à-dire que déjà, quand on est micro-entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on dépasse 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, il faut avoir un compte bancaire professionnel. Moi, je le recommande dès l'ouverture de sa micro. Pourquoi ? Parce que justement, on va recenser toutes les charges qu'on a sur ce même compte pro. Donc, ça nous force, entre guillemets, à regarder d'autant plus les charges qu'on a que sur notre micro-entreprise, en fait, qui est relative à notre activité. Et donc, de voir notre rentabilité au mois le mois. Ça, c'est vachement important parce que dessus, sur ce compte, tu vas prendre, tu vas recevoir tes paiements clients, tu vas avoir toutes les charges qui vont être décaissées, plus ton URSSAF. Bon, forcément, là, tu as ta rentabilité au mois. Pour moi, c'est le meilleur des moyens. Mais, comme tu le disais, on ne parle pas de ce compte bancaire, mais on ne parle pas non plus du suivi de trésorerie. C'est-à-dire que moi, je prends mon cas, je me suis mensualisé à l'URSSAF, je le conseille à tout le monde parce que sinon, faire une déclaration à l'URSSAF et tu dois payer 3 mois après, si tu n'as pas la trésor et tu ne suis pas ta trésor, c'est juste une horreur. Enfin, voilà, si tu as envie de te compliquer la vie, fais-le, mais sinon, je ne te le conseille pas. Mais on ne nous apprend pas. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que je suis DAF et donc forcément, les bases comptables, je les ai et je les fais en société, etc. Et je le fais à titre perso aussi parce que je suis une mordue du chiffre. Mais voilà, on ne nous apprend pas à se dire, voilà, sur mon compte, j'ai, je vais dire une bêtise, 1 000 €. Je vais avoir 1 500 € qui vont tomber de mes clients. Il faut que je provisionne mon URSSAF qui va être encaissé. Par exemple, là, je vais parler de janvier. Donc, si je fais ma déclaration en janvier, ils vont être prélevés en mars ou en février, pardon. Voilà, oui, ça dépend en fait de l'échéance. Mais déjà, il faut le provisionner, se dire attention, faut que je mette ça de côté, il va pas falloir que je le dépense. Et puis derrière, qu'est-ce qui va passer ? Mon frais, par exemple, si j'ai un logiciel Canva, si c'est mensualisé, j'ai mon Canva qui passe, j'ai mes frais bancaires mensualisés, j'ai peut-être ma RC Pro aussi qui va être mensualisé. J'ai mes logiciels que j'utilise. Alors bon, Google Meet, tout ce qui est la suite Google, je sais pas, moi, il y en a qui prennent des Dropbox, MailerLite, j'en passe et des meilleurs. Et tout ça, faut le provisionner. En fait, tu vas pas te dire que tu pars de 1 000 balles, tu vas encaisser 1 500 balles, donc tu arrives à 2 500 balles et puis derrière, ah ouais, mais pas sous mon argent, je vais pas mettre 2 500 € dans les fouilles. Enfin, non. Donc ça fait aussi partie d'un autre suivi. C'est-à-dire que c'est bien de suivre son activité, mais c'est aussi bien de suivre sa trésor. Donc là, je conseille à tout le monde d'avoir 2 tableaux distingués. Parce que là, c'est vraiment le branle-bas combat. Si vous faites un tableau pour tout, vous allez être perdu, concrètement. Donc, on fait un premier tableau pour suivre son activité, donc chiffre d'affaires, dépenses au mois. Pareil, mais au niveau trésor, sur les encaissements, on appelle ça des flux de trésorerie, c'est-à-dire l'encaissement, c'est-à-dire tout ce que vous allez recevoir de vos clients. Le décaissement, c'est tout ce que vous allez payer dans votre mois. Et ça, lissé sur mois par mois. Et comme ça, vous allez pouvoir vous dire, ce mois-ci, je vais pouvoir me verser tant de salaire. C'est pas je me verse mon salaire et après, je suis à découvert et je suis obligé de renflouer mon compte pro. Donc, c'est ça aussi. Non, c'est important. C'est important. Et ça, c'est un truc, tu vois, personnellement, que je ne vais pas dire que j'avais pas conscience, mais de me dire, bon, ok, alors je le fais à titre perso pour mes comptes. On a tous déjà fait ça au moins une fois. Tout ce qui sort en automatique, les prélèvements, l'EDF, la flotte, ce que vous voulez. Un côté, une colonne, ça fait tant. Moi, j'aime bien provisionner aussi les frais courants, donc l'essence, l'assurance auto, enfin, tu vois, les choses, voilà. Et même les choses que je paye annuellement, je les provisionne mensuellement. Ça fait moins peur. Je vous le dis, ça fait moins peur. Je te comprends. Voilà, tu provisionnes mensuellement et d'un côté, tu dis, bon, j'ai une rentrée d'argent, donc à l'époque, c'est le salaire qui est de X € et j'ai X sorties. Il y a un problème. Ouais, voilà. Et c'est exactement… En fait, c'est le même principe, mais pour ton activité, en fait. Et c'est pour ça que le compte pro, même si tu dépasses pas les 10 000 € de chiffre d'affaires, moi, je le conseille dès le départ parce que ça te permet justement d'avoir vraiment des comptes distincts. Parce que le problème, en fait, quand tu n'as pas de compte pro dès le départ, c'est que tu as tendance à renflouer perso au pro. Et du coup, tu ne sais pas où tu en es. Clairement, dans ton activité, tu ne sais pas où tu en es. Et même, je trouve que c'est dangereux. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. J'ai fait le choix de base d'avoir un autre compte vraiment pour gérer mon entreprise d'un côté et mes finances personnelles de l'autre. Pourquoi ? Parce que si tu dépenses un peu plus à titre perso, qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas manger sur ta trésor
de ton compte, enfin de ton côté pro, puisque tout est sur le même compte, et que quand l'URSSAF va tomber, tu dis oh putain, mais comment je fais? Mais en fait, j'ai fait quoi de l'argent? Et en fait, ça permet de séquencer. Pour moi, c'est ça, c'est tu séquences, tu catégorises les dépenses pro sur les dépenses pro et le perso sur le perso. C'est ça, c'est un peu comme ton temps, en fait, en tant qu'entrepreneur. C'est à ton temps entrepreneur. Alors, on essaye de le faire. Bon, on n'arrive pas toujours, mais tu as ton temps pour ta société, tu as ton temps perso. Bah là, c'est pareil, en fait, au niveau des finances. Ouais, puis ça permet de, comme tu dis, de faire le suivi parce que il y a certains seuils en micro-entreprise. Donc, le tout premier qui intervient avant le seuil terminal, j'ai envie de dire, tu peux plus être en micro. Le tout premier, c'est la TVA. Le sujet qui fait peur à tout le monde en disant mais l'État me vole mon argent. Non. Alors, oui, on va revenir sur ce sujet. C'est vraiment la TVA, c'est vrai que ça fait peur à tous les micro-entrepreneurs. Ouais. Et moi, quand j'en parle, à chaque fois que j'ai des appels découvertes, c'est tout de suite « Ah là là, je vais passer à la TVA, passer à la TVA !» Faut se calmer. En fait, il faut savoir déjà une chose, c'est la TVA, que tu sois en micro-entreprise, tu sois en société, en fait, à partir du moment où tu la factures, tu vas pouvoir déduire, en fait, la TVA de tes achats. C'est pas une charge. C'est pas une charge pour ta société, que ce soit en micro-entreprise ou en société. En fait, tu sers d'intermédiaire pour l'État. C'est en fait, toi, tu vas collecter, alors on appelle ça TVA collectée. Tu vas facturer, en fait, de la TVA à 20% ou 10% selon ton activité sur tes ventes. Cet argent, pense bien le mettre de côté parce que c'est ce que tu vas verser à l'État. C'est pas dans ta poche, ça non plus. Par contre, quand tu vas faire ta déclaration de TVA, tu vas déduire la TVA que toi, tu as eue sur tes achats, donc, qui sont où? Attention, hein, par contre, la TVA, il faut qu'elle apparaisse sur le justif, hein, sinon, c'est pas possible. Et qu'elle soit bien en relation avec l'activité. Mais tu vas déduire donc la TVA que tu as payée sur ton achat. Donc, en fait, in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est tes clients qui ont payé la TVA que tu as mis de côté pour l'État. Toi, tu as ta TVA sur tes achats que tu vas déduire sur cette TVA que tes clients t'ont payé et tu reverses le tout à l'État. Tu sers juste d'intermédiaire, c'est pas une charge. Et d'ailleurs, les personnes qui n'y connaissent rien en compta, juste un petit aparté, même en comptabilité, quand on arrive en société, c'est dans un compte à part. En fait, il y a des comptes charges, des comptes produits. Les comptes de TVA n'en font pas partie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en charge, ils ne sont pas en produit. Donc, ça veut dire vraiment que ce n'est pas une charge. Donc, ça n'impacte pas du tout votre rentabilité en micro-entreprise. À partir du moment où, comme tu le dis, vous suivez bien, en fait, la TVA, ça reste transparent puisque tu la factures, toi, à tes clients et tu la reverses à l'État. Donc, en fait, c'est les gens qui la payent, tu dois la redonner. Oui, ça fait mal quand on la redonne. L'argent, il sort, effectivement. Mais à la base, il n'est pas à toi. Donc, c'est comme ça, en France, écoutez, on n'a pas le choix, voilà. L'avantage, c'est qu'il laisse quand même le petit cadeau de dire, quand tu vas aller acheter des choses pour ton entreprise, la TVA que toi, tu auras payée, donc que le commerçant aura collecté pour toi à reverser à l'État, au lieu de te le reverser d'une manière ou d'une autre, en fait, tu vas le déduire de tout ce que tu dois à l'État au niveau TVA. Donc, ça reste transparent. Exactement. Et en fait, c'est cette fausse croyance, en fait, de se dire « Ah là là, ça va me coûter cher ». Mais non, en fait, ça coûte pas cher parce qu'en fait, ça te coûte rien. Non, c'est tes clients qui le payent, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Et en plus, dans certains cas, il est même plus avantageux, même quand on ne dépasse pas ces fameux seuils dont on va parler après, de passer tout de suite au régime de TVA parce que tu as peut-être beaucoup d'achats au mois qui font qu'en fait, si tu factures de la TVA à tes clients, c'est beaucoup plus rentable pour toi de déduire de la TVA. Oui, parce que je sais qu'ils te font un crédit. C'est-à-dire, j'avais appris ça dans une formation de création d'entreprise. Admettons que tu doives 100 € à l'État de TVA collectée de ton côté et que toi, tu décaisses 150 €. Eux, ils te font un moins 50 sur ton compte de TVA en disant la prochaine fois, voilà, on te garde 50 balles. Soit tu le gardes et tu le reportes sur la TVA d'après. Et si, ça te fait toujours ça en moins payé, puisque de toute façon, tu es vraiment juste l'intermédiaire, en fait. Mais c'est aussi, tu peux demander un remboursement de crédit TVA. Donc, si, je sais pas, je vais dire une bêtise, si tu as 15 millions d'abonnements, MailerLite, machin par mois, et qu'en fait, tu fais 0 vente, mais que le mois d'après, en fait, sur l'année, quand tu dis, c'est que tu regardes ton chiffre d'affaires à l'année et tes dépenses à l'année, des fois, ça devient plus rentable
entre guillemets, parce que tu payes cette TVA que tu Oui. peux pas déduire en micro-entreprise à la base, puisqu'ils font partie de ces 50% ou 34% que tu vas avoir sur les impôts sur le revenu cette fois-ci, puisque tu peux pas déduire tes charges. Et là, en fait, tu vas le faire dans ta TVA, tu vas pouvoir déduire cette TVA. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est quand même ça en moins que tu payes, en fait. Non, je pense que ce qui fait le plus peur aux gens, c'est effectivement ce fameux passage à la TVA, de se dire l'État me prend déjà les charges sociales et là, ils vont me prendre de l'argent. Comme on vient de le dire, non, puisque cet argent, les clients le payent. Donc en fait, à la base, il ne sort pas de ta poche d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que ce qui fait aussi peur, c'est que déjà, il y a 36 régimes de TVA. Ah ouais. Voilà, et que déjà de savoir lequel sera le plus avantageux, parce que bien sûr l'objectif c'est quand même d'être avantageux pour soi-même à la base, mais lequel sera le plus avantageux, et en plus de se dire c'est toutes les déclarations qu'il y a derrière, parce que c'est pas si aisé que ça. Enfin, une fois qu'on a la méthode et une fois qu'on a été accompagné par Stéphanie pour pouvoir faire ses déclarations en temps, en heure, correctement, elle a des tableaux de bord. Moi, j'ai vu une fois ces tableaux de bord, j'ai dit, oh mon Dieu, moi, il y a 3 lignes sur les miens. Mais voilà, on sent la spécialisation derrière, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois qu'on est bien accompagné, c'est pas. Il faut vous dire vraiment que c'est comme tout, on apprend, c'est comme chaque chose, on n'est pas au top tout de suite. À partir du moment où vous avez la méthode, vous êtes accompagné, vous avez les tableaux de suivi, c'est pas si. C'est de rajouter en fait une déclaration mensuelle, quoi. En fait, si tu es une micro-entreprise, que tu fais par exemple, je prends l'exemple prestation de service, parce que il y a de plus en plus de micro-entreprises qui sont des prestataires de services, et donc ça va parler entre guillemets au plus grand nombre, mais ça reste la même chose pour le cas de la vente de marchandises en micro-entreprise. Mais une fois déjà que vous avez suivi vos seuils, parce que alors attention, ça c'est pareil. Je vais parler vite fait de ce fameux seuil, parce qu'il n'y a pas que ce seuil de sortie de régime de micro-entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État pas nous faciliter la tâche, c'est dit tiens, tu es en micro-entreprise, tu peux aussi payer à un moment donné de la TVA. Et ces seuils, ils changent régulièrement. Et cette année, ils ont encore changé. Donc, il y a eu ce fameux projet de loi de finances 2024, donc qui est applicable dès janvier. Donc, les seuils, par exemple, pour les prestations de services ont augmenté, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Mais par contre, pour la vente de marchandises, ça a baissé. Déjà, si t'es pas au courant, c'est un petit peu emmerdant parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas facturer de la TVA. Donc là, déjà, c'est un petit peu, voilà. Donc, juste pour info, la prestation de service, maintenant, c'est 37 500 en normal et en majoré, c'est 41 250. 1 000 €, attention. Mais, je parle de 2 seuils en plus. Il y a le normal et il y a le majoré. Et jusque-là, on appelle ça une année de tolérance. C'est-à-dire que pendant 2 années, tu pouvais être entre le seuil normal et le seuil majoré. Et dans ce cas-là, ça allait. Ça allait, tu n'avais pas de TVA à facturer. Sauf si, pendant 2 années consécutives, tu dépassais ce seuil. Là, au 1er janvier de l'année d'après, tu facturais de la TVA. Bon, concrètement, c'est plus ça, il faut oublier tout ça. Voilà. Ils ont décidé que c'était fini, les cadeaux, aujourd'hui. Voilà, les cadeaux sont terminés. Maintenant, tu as le seuil normal. Tu le dépasses dès la première année. Il n'y a plus cette année de tolérance. C'est dès l'année de franchissement de ce seuil normal. Tu passes à la TVA dès l'année d'après. Donc, c'est plus 2 ans, c'est une année. Donc, en 2025, tu dépasses les 37 500 en prestation de service. Au 1er janvier 2026, tu factures de la TVA. Ça, c'est fait. Mais tu as aussi le seuil majoré. Et alors là, le seuil majoré, c'est encore mieux. Ils se sont dit, on va compliquer encore un petit peu la chose. Et on va se dire, allez, vas-y. Voilà. Donc, ce seuil majoré, là, pour les prestations de service, il est passé à 41 250. Sauf que là, c'est plus du tout la même règle. C'est-à-dire que dès que tu dépasses, donc tu franchis ce seuil de 41 250 000 € dans l'année, tu deviens redevable à partir du moment où tu as encaissé ces 41 250 €. Et je dis bien encaissé, c'est pas facturé, c'est de l'encaissé. Et donc, ils ont été quand même sympas parce qu'avant cette règle, tu devais donc facturer dès le premier mois de dépassement, du jour de dépassement de la TVA. Donc, par exemple, je dis une bêtise, le 10 octobre, tu dépassais, tu avais facturé entre le 1er et le 10 octobre des clients en taxes. Il fallait que tu fasses des avoirs à tous tes clients en disant désolé, mais bon, j'ai franchi. Du coup, je te fais un avoir et tu es obligé de payer la TVA. Donc, tu refactures.
Là, ils sont sympas. Maintenant, c'est au moment du franchissement. Donc, c'est au jour du franchissement. Mais pour ça, il faut que tu saches le seuil. Et donc, il faut que tu suives ton chiffre d'affaires. Ouais. Et ça aussi, c'est une fausse croyance. C'est pas parce que tu es en micro que tu peux pas, en fait, facturer de la TVA. C'est pas parce que tu n'as pas franchi le seuil de sortie de micro que tu ne peux pas être redevable de la TVA. C'est complètement deux seuils différents. Et ça, c'est une des problématiques que je rencontre le plus souvent. Parce que les personnes, les micro-entrepreneurs, vont voir leur chiffre d'affaires, mais ils vont attendre de se dire, ah bah, j'ai dépassé le seuil de la micro-entreprise, bon, bah, faut que je passe en société, et donc, je vais avoir cette TVA payée. Bah non, en fait. Non, l'État, ils ont dit, arrivé à la moitié, les gars, on vous taxe déjà, quoi. Enfin, entre guillemets, mais on est déjà là, quoi. Voilà, c'est fini, quoi. Enfin, donc là, c'est vraiment une question de vigilance, quoi. Enfin, c'est vraiment, il faut regarder le chiffre d'affaires et ce régulièrement. C'est-à-dire, tu veux pas attendre, je sais pas, octobre, comme je disais, tu regardes et puis merde, je suis le 30 du mois. En fait, j'ai dépassé depuis. C'est juillet. Oui, alors là, bon courage, parce que en fait, quand tu vas écrire aux impôts, dire, voilà, j'ai besoin de me rendre compte, eux, ils vont pas te dire, désolé, madame, machin. Non. Il va falloir que tu refasses tout. Et le problème qui se pose, c'est si, entre deux, tu as un client, je vais prendre un cas bête et méchant, hein, mais tu as un client qui a fermé, qui a malheureusement, son activité s'est arrêtée, bah, la TVA, c'est toi qui la sors de ta poche, quoi. Parce que lui, il ne va pas pouvoir te payer, son activité, elle est fermée. Donc voilà, ou un client qui a déménagé et tu n'as plus de nouvelles. Voilà, c'est bête. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un suivi. Non, puis même là, tu vois, tu donnes 2 exemples. Je sais pas, le client, tu lui envoies un message, tu lui dis, bon, vous faites sur ta presta à 1000 balles, tu me dois 200 € de plus parce que j'ai fait de la merde. Enfin, tu le dis pas comme ça, mais parce que je suis passé à la TVA et tout, le mec, il peut te bloquer et dire, mais toi, je te réponds jamais. Enfin, Exactement. Puis, tu vois, la personne, justement, comme tu disais, ça se trouve, tu as fait un super taf, elle aurait voulu te recommander, etc. Tu lui fais ce coup-là. Je pense pas qu'elle te recommande derrière. Bah ça fait pas. Alors après, je comprends. Et je veux dire, c'est parce que on se connaît et tout, et que je vois passer tes posts, et que t'en parles toi régulièrement, on échange régulièrement aussi sur ces sujets-là, que je sais que je me ferai pas avoir. Mais je veux dire, ça peut arriver, parce que pour des personnes qui sont pas habituées du chiffre et pas mal informées aussi et tout, ça pourrait tout à fait arriver, tu vois. Mais c'est bien de s'en rendre compte, on va dire, tout de suite et pas 6 mois après. Parce que 6 mois après, ouais, tu passes pour un brancard. Je suis désolée. Ouais, c'est clair. Non, mais même, tu vois, moi, j'ai eu des appels découvertes où les personnes, elles commençaient à me dire, mais en fait, je savais pas. Mais alors, je crois que j'ai un copain qui est en micro-entreprise et qui doit déplacer depuis au moins 3 ans. Ah, bon courage. Enfin, j'ai envie de te dire bon courage. Parce qu'il faut savoir que, en plus, tu parlais là d'information. Alors, je vais pas dire le nom de la personne en question, etc. Mais on voit beaucoup d'articles, pas que de cette personne, beaucoup d'articles sur les micro-entreprises, en plus via nos applications bancaires aussi, hein, mais il faut pas s'attarder non plus que sur ces articles de ces applications ou sur les réseaux sociaux des personnes que vous connaissez, etc. Parce que c'est des cas généralistes. Comme je le disais, je vais dire une bêtise, mais tu vas lire un truc où ça concerne la prestation de service, le chiffre d'affaires, etc. Mais si tu factures quelqu'un en Union européenne, t'es plus du tout dans le cas généraliste. Bon, cette année, ça va bien parce qu'ils nous ont augmenté un petit peu le truc. Mais je prends de l'année 2024, j'ai eu des appels découvertes où, en fait, les personnes ne savaient pas que dès le premier euro facturé à un client en Union européenne en tant que prestataire de service, tu deviens redevable de la TVA. Bon, on a eu de la chance. L'État était sympa, nous a fait un petit cadeau cette année. Il nous a augmenté 7 € à 100 000 €. Bon, c'est cool, on a de la marge. Mais jusque-là, ce n'était pas le cas. Et les personnes n'ont pas fait les démarches nécessaires. Et donc, là, en fait, il n'y a même plus de seuil. On parle même plus de seuil. C'est en fait, dès le premier euro, tu devenais redevable de la TVA. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Et pourquoi? Parce que tous ces articles-là, comme je le dis, ils sont généralistes. Ils ne sont pas forcément adaptés à ta situation en particulier. Donc, c'est aussi à toi, en tant que chef d'entreprise, même en micro, de te renseigner. Et si tu as un doute, essaye de trouver quelqu'un qui puisse te permettre justement d'avoir les informations à jour, mais en fonction de ton activité, quoi. Il y a des moments où il faut savoir demander de l'aide. Et ça, tu peux pas, comme je le disais, j'ai fait une story aujourd'hui, j'en parlais. C'est comme quand on devient maman, on ne naît pas maman, on lit des livres, on s'accompagne, on demande
aux gens qu'on commence à connaître autour de nous, qui ont des enfants, etc. C'est pareil en société. C'est que tu ne n'es pas gérant de société, tu le deviens. Et à force d'erreurs aussi, mais si on peut les éviter, c'est encore mieux. Et surtout des erreurs qui peuvent coûter cher. Ah, c'est ça. Et puis bon, les textes, tu sais, c'est comme en RH. Les textes de loi, ça change tous les jours. Et je suis désolée, mais les textes de loi, c'est pompeux, tu comprends rien. Moi, je lis des trucs. J'ai été déléguée du personnel pendant 7 ans, donc autant te dire que Légifrance était mon meilleur ami à une époque. Et t'es là et tu lis le truc et tu dis, j'ai pas compris. Là, tu le lis 15 fois et limite, tu mets je peux avoir un traducteur pour un terme. Je peux avoir un traducteur, s'il vous plaît, parce que alors là, et en fait, les textes en fiscalité ou autres, micro-entreprises et tout, c'est un peu le même délire. Hein. Il n'y a que ceux qui sont, on va dire, sensibilisés à ça, dont c'est le cœur de métier, qui comprennent vraiment la finalité. Et puis, tu as le régime général. Le jargon comptable. Donc, forcément, la personne qui ne s'y connaît pas en comptabilité, elle va passer à côté d'informations parce qu'elle ne connaît pas ce jargon, quoi. Donc, quand tu t'entends parler de, je sais pas, immobilisation, charge, machin, etc., charge, ça peut encore aller. Immobilisation, je suis sûr que là, il y a tout le monde qui a zappé. C'est compliqué. C'est pas accessible à tout le monde. Et même moi, des fois, je dis des trucs, je suis obligée de me taper comme ça, pareil que toi, je me mets devant le truc et je me dis, attends, il va falloir que je le réalise 2 fois le truc. Parce que tu as des alinéas de trucs, de machin, des renvois, etc., qui te disent, ah ben non, alors dans tel cas, c'est plus le même là. Donc non, il y a un moment donné où il faut, pour être clair et net, quand tu as une activité en plus qui est un peu particulière, comme je disais, par exemple, en UE ou des choses comme ça, il faut que tu sois accompagné. Tu peux pas rester dans le flou artistique. Tu peux pas. Enfin, c'est pas. Enfin, déjà, ça prend pas en claquant des doigts, comme tu disais. Ça change tellement souvent que ce qui est bon aujourd'hui n'est plus valable demain. Là, on est sur janvier et là, on a eu plein de changements. Forcément, tu peux pas. Regarde, rien qu'il y a quelques temps, là, l'histoire d'un projet de loi. Et vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets. Un projet de loi pour changer en fait la micro-entreprise, la basculer à c'est 2 ans maximum. Et puis, il y avait aussi l'histoire aussi de diminuer ce fameux seuil de passage en société pour les micro-entrepreneurs. À un moment donné, ils voulaient passer pour les prestataires de services parce qu'on est beaucoup de micro-entrepreneurs à se lancer en prestataire, en tout cas prestataires de services à se lancer en micro-entreprise. Ils voulaient baisser le seuil à 50 000 euros. Ah ben là, c'est plus la même chose parce que 50 000 euros, une fois que tu as un petit peu de clientèle, tu peux très vite les atteindre. Donc, c'est pas acté. Mais voilà, ça peut venir. Et tout ça, ça change tous les ans. Non, c'est pour ça, comme tu le dis, il faut se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier. Donc, ne croyez pas que ça coûtera 10 000 euros. C'est pas ça. C'est 2-3 heures de consulting, déjà, pour mieux comprendre votre situation et puis poser les bases claires du truc. Après, toi, tu proposes, je sais, donc un coaching visibilité et il y a autre chose qui arrive très bientôt. Oui. Autre chose qui arrive bientôt. Mais voilà, un coaching visibilité où, alors de ce que je vois, c'est vraiment poser les bases de sa rentabilité, suivre ses chiffres, tout ce que tu nous as expliqué jusqu'ici. Exactement, les bases de la facturation, les bases de suivi de chiffres. Alors, pareil que je te disais, l'activité plus la trésor, parce que c'est 2 pans différents, mais qui font partie de ton business, quoi. Et à ne pas négliger surtout. Et puis, comme ça, vous saurez quand vous allez franchir le seuil de la micro, parce que ça, on n'en a encore pas parlé, mais donc le premier seuil à suivre, ça va être la TVA, et le deuxième, c'est la sortie de micro-entreprise. Oui, et là, c'est plus la même histoire, quoi. Là, il va falloir se dire, donc si je sors de la micro, qu'est-ce que je fais? Quel statut je vais prendre? Et puis là, oui, il y aura de la TVA déjà. Et puis c'est plus les mêmes taux non plus. C'est plus les mêmes taux au niveau de l'URSSAF. Devient travailleur indépendant, donc TNS, etc. C'est autre chose. Et là, ça va être un accompagnement autre. Donc moi aussi, j'accompagne des entrepreneuses, qui sont en société. Et donc là, il va y avoir souvent, et je le recommande fortement, de prendre un expert comptable. Et là, c'est pareil. L'expert comptable ne fera pas tout pour toi. Donc, tout ce que tu mets en base déjà en micro-entreprise, justement, grâce ce soit avec moi ou avec d'autres assistantes qui font le même travail que moi, parce que je suis pas la seule, mais qui te permettent justement de prendre ta posture, en tout cas, de chef d'entreprise et donc d'organisation comptable, etc., administratif, va te permettre aussi de prendre aussi ta posture de chef d'entreprise en société. Et donc, ces éléments que tu vas mettre en place, tu vas les mettre en place
avec ton cabinet d'expertise par la suite. Parce qu'après, est-ce que déjà beaucoup plus simple. Tu peux, toi, de manière succincte, nous dire à peu près ce qu'un comptable fait et ce qu'il ne fera pas? Alors, un expert comptable, en fait, il est là pour vous faire voir à un moment donné la gestion de votre activité. Donc, il va tenir, en fait, tout ce qui est comptabilité pure et dure dans un logiciel par mois. Donc, vos factures d'achat, vos factures de vente. Et puis, à la fin de l'année, il va vous sortir un bilan en disant, voilà, ton chiffre d'affaires au niveau du compte du résultat. Tu as fait tant de résultats. Il va vous sortir un bilan. Et puis, il va faire tout ce qui est liasse fiscale. Alors, de TVA, si vous le voulez ou pas, parce qu'il y en a qui prennent l'option TVA en plus. Sinon, tout ce qui est juridique, s'ils ont des salariés, etc. Tout ce qu'il ne fera pas, c'est faire vos factures. Ça, c'est vous et toujours vous. Donc, vos factures, c'est toujours vous qui les ferez. Donc, vous les transmettrez via une application, s'il en a une, soit aussi sur une Dropbox ou voilà, un espace en ligne qui sera dédié donc à l'expert comptable, vos factures d'achat. Parce que oui, lui, pour faire sa TVA, il a besoin aussi de vos factures d'achat. Et donc, il ne va pas les deviner. Et si vous ne les transmettez pas à temps, forcément, la TVA que vous allez payer elle sera beaucoup plus importante. Ensuite, les relevés bancaires, puisqu'il suit aussi tout ce qui est partie trésor, en tout cas pour l'alias fiscal qu'il va remettre à la fin de l'année. Mais voilà, votre suivi mensuel, à moins que vous demandiez des situations, en fait, voilà, j'ai envie d'une situation trimestrielle, ça, c'est en plus. C'est-à-dire, c'est pas compris dans les honoraires comptables, hein, c'est en plus. Donc, il va pas faire le suivi de votre trésorerie, il va pas faire le suivi de votre rentabilité. Vous le saurez qu'à la fin de l'année, à moins que vous demandiez ce petit complément qui vous coûtera un petit peu plus cher. Donc, voilà, c'est tout. En fait, il fait vraiment que de l'analyse. Il tient votre comptabilité pour avoir une certification bilan, compte de résultats annexes qui vont être déposés au greffe du tribunal parce que vous êtes obligé de déposer vos comptes annuels. Et donc, faire aussi tout du juridique, c'est-à-dire procès-verbal justement de l'Assemblée générale à la fin de l'année, savoir ce qui s'est passé dans votre activité, parce que voilà, ça doit être déposé à l'INPI. Mais voilà, c'est tout ce qu'il va faire pour vous. Donc, ne vous attendez pas à ce que votre expert comptable vous dise « Ah, je vais faire vos factures et je vais aller choper vos achats. » Non. Oui, donc c'est pour ça que de base, comme on a pu le dire dès le départ, de base, faites les choses comme il faut. Apprenez les vraies factures avec un outil qui soit au départ gratuit, il n'y a pas de souci, mais des vraies factures en bonne et due forme avec les bonnes mentions. Pensez à la RC Pro, s'il vous plaît. On parle pas assez, hein, mais c'est vrai que... Moi, perso, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard au bout de 3-4 mois d'activité et que je me suis dit, j'avais pas de clients tout de suite, mais je dis, je vais la prendre parce que j'ai toujours le don d'avoir une couille. Donc, tant qu'à faire, tu vois, non, mais en fait, je pense que dès le moment, en fait, c'est pas obligatoire. Je suis pas obligée de le prendre, ça va me faire une charge en plus. Le jour où il t'arrive une couille, comme tu dis, t'es bien content d'avoir payé cette charge en plus parce que tu peux la mensualiser en plus. Donc, donc ouais, tout ce qui est. C'est pas des grosses sommes, quoi. Enfin, bon, non, ça coûte 200. Ça dépend les organismes que vous prenez, mais 200 €, ouais, en moyenne. À l'année, quoi. On ne parle pas au mois. Hein. Le médiateur à la consommation, est-ce qu'on en parle du médiateur à la consommation? Mais je suis sûre qu'en plus, quand les gens vont écouter ce podcast, au moment où tu viens de dire médiateur à la consommation, je suis sûre qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Oui, alors effectivement, ce n'est pas obligatoire quand vous travaillez avec des professionnels. Cependant, vous pouvez être amené à travailler et c'est obligatoire pour le coup quand vous travaillez avec des particuliers. Personnellement, moi, je peux vous donner le tarif, c'est 30 € pour 3 ans et après, on paye en fonction des litiges. C'est-à-dire, s'il y a un litige, c'est le professionnel qui va payer les frais, tout ça, jusqu'à 150 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est en cas de litige. Voilà, c'est ça. Et la RC Pro, c'est un peu pareil, mais pour les professionnels. Voilà. Donc, le médiateur à la consommation, personnellement, c'est quelque chose que j'ai dit, je travaille qu'avec des pros, c'est vrai, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour 30 balles, sérieux. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses. 30 € pour 3 ans de tranquillité. Moi, j'ai envie de dire, tu prends quoi, hein? Ah ben c'est peanuts. C'est peanuts, en fait. Voilà, parce que ce que ça peut te coûter, ça peut aller loin, quoi. Enfin, on se rend pas compte comme ça parce que le jour où ça t'arrive, enfin, quand ça t'arrive pas, tu te le dis pas. Mais le jour où ça t'arrive,
t'es bien content d'avoir payé ces 300 balles, quoi. Enfin, c'est peanuts. Et ça, ces mentions-là, donc votre RC Pro et tout ça, et notamment aussi le médiateur à la consommation. Personnellement, j'utilise Abi. Et eux, de base, dans leur, comment ça s'appelle, dans les réglages, en fait, ils demandent de rentrer ces informations-là. Donc, moi, je sais qu'elles sont visibles sur mes devis, factures, enfin, c'est en automatique. Mais c'est aussi obligatoire dans vos CGV, dans tout votre site internet, vos pages de vente, dans les mentions légales, tous ces trucs-là. Donc ça, je vous invite plutôt à vous diriger vers un juriste pour le coup. Oui, pour le coup, c'est pas mon domaine. Voilà, mais ça fait aussi partie des choses, comme du suivi. Mais c'est tout des trucs. Donc là, on sort un petit peu du cadre fiscalité pure et dure, en tout cas du sujet, mais faites attention. Ça peut vous coûter la peau du cul. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai souvenir, à une époque, quand je travaillais chez McDo, on avait une pointeuse électronique et à chaque fois qu'on faisait une modification manuelle dans cette pointeuse, ça créait une anomalie. Et si l'anomalie n'était pas justifiée d'une manière ou d'une autre, en cas de contrôle, on se payait 4000 balles par anomalie. Donc, je pense qu'il y avait un seuil aussi bloqué à un moment, hein. Mais on s'était fait taper sur les doigts. On n'avait pas eu de contrôle, mais on s'était fait taper sur les doigts parce que j'avais des collègues qui modifiaient régulièrement parce que la personne était arrivée 5 minutes en retard et qu'au final, elle était restée 5 minutes de plus. Donc, pour respecter l'horaire, on me remodifiait l'horaire, machin. Et tout ça, en fait, qui partait d'un bon sentiment de base, aurait pu nous coûter très cher. Donc ici, vous n'avez pas les mentions sur vos factures. Vous ne faites pas un vrai suivi. Vous vous retrouvez dans la mouise. Votre TVA, elle n'est pas bonne. Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui va, mais ça peut arriver à tout le monde. Bah, ça peut vous coûter très cher. Mais ça peut vous coûter aussi. Et votre boîte. Voilà, la boîte. Ouais. C'est-à-dire que tu peux mettre, je vais dire des bêtises, mais non, c'est pas des bêtises. Tu vas mettre 2 ans à avoir une clientèle, nickel, tu arrives à en vivre, etc. Et bah, t'as pas fait attention à ce fameux seuil de TVA. Et je reprends le cas que j'ai dit tout à l'heure où la personne me disait, mais je suis sûre que la personne, ça fait 3 ans qu'elle doit être. Imagine 3 ans, parce que outre le fait que tu deviennes redevable de la TVA, l'État ne te fait pas de cadeau. C'est-à-dire que l'État, eux, c'est rétroactif. Donc, oui. Tu dois repayer la TVA sur 3 ans. Donc, si, par exemple, je vais dire encore une bêtise une fois, mais je prends le cas d'un carreleur qui carle chez un particulier, et le particulier déménage. Je pense bien que le particulier ne va pas tenir au courant son carreleur qui déménage. Donc, si tu remontes 3 ans en arrière, pardon, la TVA peut vite piquer. Et bah, là, c'est lui qui va la payer. Et si son activité ne le permet pas, bah, c'est la boîte qui coule. Et ils facturent, par exemple, tu sais, comme les impôts, quand tu ne payes pas en temps et en heure, ils te mettent une majoration. Ils peuvent facturer ça. Et en plus, puisque tu n'as pas facturé en temps et en heure la TVA, bah, tu as la majoration du fait que tu n'as pas fait en temps et en heure. 40%, ça pique. Oh la vache! Putain! Donc forcément, moi, c'est pour ça que je dis dès le départ, ayez un super suivi de votre chiffre d'affaires mensuellement. Et ça ne coûte pas grand-chose, hein. Vous avez un tableau de suivi de chiffre d'affaires. Vous le regardez, une fois par semaine. Après, ou une fois par mois si vous n'avez pas trop de chiffre d'affaires, mais ça vous coûte que dalle, hein. Par rapport à ce que vous pouvez payer derrière, je vous assure que ça vous coûte que dalle. Donc, non, vraiment pensez à ça. Et puis, ça vous permet, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir un suivi pour après, par la suite, et je pense que c'est le but de tout micro-entrepreneur, c'est de passer en société. À un moment donné. Bah, oui. À moins que c'est un complément d'activité par rapport à un autre métier dans le salariat, mais je pense que la plupart de ceux qui se lancent vraiment et qui ont vraiment une passion derrière, etc., c'est vraiment pour ensuite monter sa propre boîte, mais qui a une croissance constante. Et forcément, qui dit croissance dit à un moment donné passage à la TVA, dit passage à la société, et j'ai envie de dire tant mieux. Mais pour ça, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire que derrière, il faut avoir des bases solides. Voilà. Et du coup, donc on va un petit peu spoiler ce qui arrive bientôt là. Moi, je sais. Donc moi, je sais. Mais on va un petit peu spoiler. Donc le mois prochain, pour les personnes, donc si la TVA vous fait peur, si la TVA vous donne des angoisses et des insomnies, parce que je pense que ça pourrait arriver. Et ça arrive. Et ça arrive. Non, mais je pense aussi parce que non, mais c'est vrai que
quand on travaille de chez soi, enfin surtout, alors, la micro-entreprise est quand même beaucoup associée, comme tu dis, à des prestataires de services qui travaillent chez eux, tout ça. La barrière entre le pro et le perso est quand même très fine. Et quand tu as des problèmes dans le pro, donc des problèmes de TVA, des problèmes de thunes, un contrôle, ce genre de truc-là, forcément, ça va impacter le perso. Donc, bien dormir va devenir très accessoire rapidement. Voilà. Donc oui, je pense que ça arrive. Donc pour toutes ces personnes qui s'inquiètent là, qui se disent peut-être aujourd'hui, bah merde, en fait, j'ai fait 50 000 l'année dernière et la TVA, en fait, je m'en suis pas occupée. Ah bah zut, là, sur les 2 premiers mois, j'ai déjà facturé 40 000 euros. Comment je fais? Ou encore, l'année dernière, j'ai dépassé le seuil normal. Comment ça va se passer pour cette année? Voilà. Ou encore, parce que ça arrive, c'est quoi ces seuils de TVA? Aussi, oui, effectivement. On m'a dit qu'en micro, on faisait pas payer la TVA. Moi, je comprends. C'est ça. Eh bien, je lance un coaching donc à partir du 1er février pour accompagner justement les micro-entrepreneurs dans le passage justement à la TVA ou anticiper ce passage à la TVA pour que justement vous ne fassiez pas de cauchemar, que vous dormiez la nuit et tout ça sereinement en vous expliquant les bases de voilà comment on fait, toutes les étapes en fait, comment on arrive jusqu'à la déclaration de TVA. Et franchement, quand vous avez les bases et des tableaux très clairs, je vous assure que c'est finger in the nose, quoi. Vous avez 4 cases à remplir, vous êtes content. Et voilà, et donc c'était vraiment le but de ce coaching, c'est vraiment de vous dédramatiser ce sujet qui est très très effrayant et qui pourtant est hyper simple quand on a les bonnes bases et qu'on est formé correctement. Ouais, c'est ce que je disais, c'est comme tout. Après, une fois que tu as les outils, entre guillemets, une fois que tu sais t'en servir, parce qu'avoir les outils, c'est une chose, savoir s'en servir est une autre, ça devient tout de suite beaucoup plus simple aussi. C'est clair. Et donc, comment on fait pour trouver, Stéphanie, si nos auditeurs d'aujourd'hui, auditrices majoritairement, soyons honnêtes, si nos auditrices te recherchent, où est-ce qu'elles vont te trouver? Eh bien, je suis donc sur LinkedIn. Donc, mon profil, c'est Stéphanie Junck, assistante administrative. Bon, je pense que tu me mettras aussi en légende. Et sur Instagram, pareil, Stéphanie Junck. Vous pouvez me contacter en DM. J'ai le lien qui est en bio sur les deux. Donc, vous pouvez prendre même rendez-vous. Les coachings, déjà, les plannings de coaching sont déjà ouverts si vous le souhaitez. Et il y a aussi le lien pour l'accompagnement d'assistante administrative et pour les coachings, donc visibilité. Ok. Pour l'instant, tu n'es que sur de l'individuel pour ton coaching? Alors, pour le coaching, ouais, c'est vrai que la TVA, ouais, tu dis, chaque situation est particulière. Alors, au début, j'avais vraiment pensé faire quelque chose de collectif, parce que pour moi, le pouvoir de collectif est super important. Parce qu'il y a des questions que peut-être un entrepreneur va se poser que l'autre se posera pas, et c'est toujours bien en fait de se dire j'y avais pas pensé. C'est pas la coach qui me le dit, c'est l'autre qui a pensé. Et, c'est pas mal comme question. Pour l'instant, je le lance vraiment en individuel. Par contre, voilà, si je vois que j'ai 2 créneaux, que les personnes forcément sont d'accord aussi pour faire du collectif, je ferai, si c'est 2 prestataires, par exemple, je ferai sûrement un coaching collectif pour ces 2 prestataires. Si bien entendu, comme j'ai dit, ils sont d'accord. Et comme ça leur permettra également aussi de payer moins cher. Ouais. Il y a aussi ça, c'est l'avantage. Mais après, comme tu dis, chaque situation est particulière. Donc, effectivement, sur de la prestation de service, ça reste le même domaine. Demain, tu auras peut-être quelqu'un sur un coaching TVA pour de la vente de marchandises. Et là, pour le coup, on ne sera plus sur le même délire de l'État. Il pourrait harmoniser quand même. Hein. Il faudrait voter. Mais ce serait trop simple, Maëlo. Ouais, mais ils sont chiants. Moi, je suis désolée, c'est trop compliqué. Non, mais c'est vrai, quand tu débarques dans le milieu... alors, je sais pas... toi, t'étais déjà dans le milieu fiscal, machin, entreprise et tout. Perso, j'étais dans une entreprise, je co-dirigeais le truc, mais c'était pas moi le patron de toute façon. J'avais pas connaissance, tu vois, de toutes ces finesses. Subtilité. Toutes ces subtilités. Et tu vois partout, lance ta micro, c'est l'Eldorado, c'est facile. Tu as juste un truc avec les entrées, les sorties d'argent. Voilà. Tu fais des vraies factures si possible, attention. Et puis, tu découvres plein de trucs, quoi.
notamment. Ouais, et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'on vend du rêve à travers cette micro-entreprise en disant ouais, c'est super simple. Et oui, mais non, malheureusement. Ça reste simple. Mais ça reste beaucoup plus simple qu'une société. Et c'est pour ça qu'on parle de simplicité administrative et comptable. Je vous assure que ce qu'on vient de s'échanger là pendant presque une demi-heure, c'est quand même, quand on vous dit de poser des bases, c'est parce que le jour où vous avez passé en société, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'est pas le même délire. Ouais, non, après, il faut des statuts. Donc là, il faut des avocats, des juristes. Voilà, il faut forcément un expert comptable pour certifier tes. Alors, toi, tu appelles ça l'IAS fiscal. Moi, c'était pour moi les bilans comptables de la société. Tu vois. C'est pareil, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Mais voilà, c'est un autre truc, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de compta simplifié, parce que oui, on n'a pas une compta à tenir pure et dure, alors qu'en société, déjà, tu en as une. Donc, si c'est pas l'expert comptable qui le fait, c'est toi qui es obligé de le faire, mais il faut t'y connaître, quoi. Enfin, si tu comptes de compte comptable et puis qu'à la fin, ton expert, il vient dessus et il regarde, oh merde, il va falloir que je revoie toute ma compta en un mois, tu n'auras pas le temps. Enfin, après, voilà, c'est pour ça qu'on parle de facilité. Alors, mais ça ne veut pas dire que tout est facile. Après, vous dites pas que la micro-entreprise, oui, c'est simple, oui, c'est un petit truc, mais ça reste une société. Et quand vous êtes en société, donc ce qu'on entend société, donc on va mettre URL, SAS, SASU, tous vos trucs là que vous entendez. Donc une société, dans la tête des gens, comme je l'ai dit au début, c'est des bureaux avec des gens qui travaillent dedans, machin. Là, ça paraît pertinent de se faire accompagner. Mais faites-vous déjà accompagner en tant que micro-entreprise parce que on enlève le micro, on est une entreprise. Ah, c'est très bien dit, j'aime beaucoup. Ouais, on est une entreprise, mais c'est une réalité. Alors, tu es tout seul, donc tu fais tout, d'accord, la secrétaire, le comptable, la moitié du temps, tu fais tout, mais tu restes une entreprise. Et oui. Et donc, ouais, c'est vraiment important de se faire accompagner et pas forcément se dire, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas forcément un budget à 1500 balles. Hein. Si, voilà, tu fais, par exemple, moi, en coaching visibilité, des fois, et souvent, quand j'ai mes premières clientes, elles débutent tout juste. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple, en fait, et ça prend moins de temps d'expliquer clairement ce qu'il faut faire et pas faire que de reprendre toute une compta, entre guillemets, qui est complètement erronée. Parce que là, il faut réécrire à l'URSSAF, dire machin, bah là, je me suis planté. Et puis, bah, faut que tu refasses tout et que, enfin, voilà. Donc, à un moment donné, vaut peut-être mieux prendre 5 heures d'accompagnement avec, que ce soit, quand je le dis, hein, que ce soit moi ou pas moi, je m'en fiche, c'est pas la question. C'est vraiment de se faire accompagner dès le départ, de se dire, bah voilà, là, je suis certes, je vais dépenser 5 heures de presta, mais là, je vais être sereine, je sais comment je vais évoluer, et le jour où j'aurai besoin de plus, bah, j'irai chercher plus. Mais c'est pas, faut pas attendre d'avoir les sous, d'avoir fait des conneries en amont, et après de te retrouver dans la merde. Non, vaut mieux prendre le pli tout de suite. Enfin, vaut mieux être au clair tout de suite. Je pense que c'est quand même mieux que parce que on a géré des gens toutes les deux, donc on sait que quand les vieux briscards ont pris leurs mauvaises habitudes, ça devient difficile de les changer. Hein, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est compliqué de faire comprendre. Donc prenez les bonnes habitudes tout de suite. Ça sera vraiment beaucoup plus simple. Je te remercie, Steph. Mais moi, franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire cet épisode. Alors pour ne rien vous cacher, ça fait un moment qu'on se disait on va enregistrer ensemble, mais nos agendas font que ça n'a pas été fait tout de suite. Donc on a profité de ce début d'année pour faire ça. Mais moi je te remercie parce que depuis ton lancement, et tu l'as dit dès le départ, je suis ta première fan parce que j'adore tes podcasts qui sont mais tellement en fait comment dire, il n'y a même pas de mots, c'est tout dans l'honnêteté, mais tellement dans l'honnêteté que, en fait, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Et moi aussi, je suis ravie vraiment d'avoir participé à ce podcast et que tu m'aies invité. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Depuis le temps qu'on en parlait, je suis super contente. Et vraiment, je suis contente d'être bientôt sur ta plateforme d'écoute parce que c'est vraiment le podcast que j'écoute le plus. Donc, je like le plus et que je mets des commentaires au max. C'est vrai. Ah non, mais je vous assure que Stéphanie, donc si vous allez sur l'application et que vous regardez les commentaires, finouche. Voilà, c'est Stéphanie.
Et non, et vraiment, je te remercie pour ce. C'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur déjà parce que bon, on a la même énergie, on s'entend très bien et que ça fait, putain, ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'on a fait donc ensemble un coaching. Il y a voilà chez une coach. Donc ça fait 2 ans qu'on se connaît, 2 ans que on se suit mutuellement, 2 ans qu'on se soutient et que ce projet de podcast. Tu as vraiment été une fan et tu es toujours une fan de la première heure et que ça me fait vraiment super plaisir. À chaque fois, elle me fait des retours, toujours en honnêteté aussi. Des fois, elle me dit moi ça j'aime moins. Hein. Elle me le dit, oui. Donc c'est pas, tu vois, c'est vraiment un très bel échange. Et donc je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi, ravie de pouvoir apporter aux gens une expertise que je n'ai pas. Puisque n'hésitez pas à contacter Steph, n'hésitez pas à aller la suivre surtout, parce qu'elle donne toujours plein d'astuces, toujours plein de conseils, pas mal en story aussi, donc c'est pour ça que c'est important. Important d'y aller régulièrement, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, en tout cas sur tout ce qui est comptabilité, gestion, finance, t'es quasiment dans les premières, à le dire. Donc, ouais. On essaie de rester à jour. La veille est importante, on le rappelle. Toujours. Ça va être le moment de quitter nos auditeurs. Encore merci beaucoup. Merci à toi. Et je te laisse sur ces mots et sur cette masterclass sur la micro-entreprise. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu nous écoutes. Et à très vite.